Supposons que l'on veut étudier le mouvement d'un point matériel dans un référentiel R0, ça veut dire on veut établir d'abord l'expression de la vitesse et de l'accélération dans R0. Dans certaines situations, essentiellement lorsque le mouvement du point matériel est compliqué, le fait de considérer un deuxième référentiel et de décomposer le mouvement du point matériel en passant par ce deuxième référentiel simplifie énormément les calculs. En réalité, supposons que le deuxième référentiel, on le note par R1, le fait de calculer d'abord la vitesse et l'accélération d'un R1, ensuite de déduire la vitesse et l'accélération dans R0 à partir de celles qui sont calculées dans le référentiel R1, et cette opération-là, on l'appelle changement de référence. Nous allons introduire ce paragraphe par un exemple, bien que l'exemple que je vais présenter ne soit pas compliqué. Toutefois, l'utilisation d'un deuxième référentiel, comme vous allez pouvoir le constater, permet de simplifier la situation du mouvement du point matériel. Alors, comme nous l'avons établi auparavant, le mouvement d'un point matériel dépend du référentiel à partir duquel on l'observe. C'est pour cela que le choix du deuxième référentiel doit être fait de manière à ce que le mouvement par rapport à celui-ci soit plus simple, et c'est ce qui permet par la suite de simplifier les calculs. Alors l'exemple que je vais choisir est celui d'une voiture qui roule avec une vitesse constante en norme, en direction et en sens, ce qui veut dire que le mouvement de la voiture est un mouvement rectiligne uniforme. Un passager dans la voiture, il joue avec une balle en la lançant dans sa verticale, il l'attrape, il la relance, et ainsi de suite. Et on considère donc un observateur au bord de la route, donc il voit passer devant lui la voiture avec une vitesse constante, et on voudrait établir l'expression de la trajectoire du mouvement, donc de la balle, la trajectoire qui est vue par l'observateur, je rappelle qu'il se trouve au bord de la route. Donc la petite animation montre bien que la trajectoire elle est courbée. C'est la même situation que lorsqu'on lance une balle ou un ballon, et comme vous l'avez déjà vu auparavant donc, au baccalauréat, comme vous l'avez déjà vu, le mouvement dans cette situation est un mouvement parabolique. Alors le deuxième observateur donc, que je vais choisir, et comme on avait dit, donc vous avez bien constaté que j'utilise observateur au référentiel, c'est la même chose. En fait, le mot observateur, je le fais substituer au référentiel dans un premier temps, et après je vais le définir. Donc le deuxième observateur que je vais choisir, et par rapport auquel le mouvement devrait être plus simple que ce qu'a vu le premier observateur, le deuxième observateur, je vais le choisir de manière à ce qu'il soit un autre passager dans la voiture. Et donc, si je choisis cet observateur-là, sachant que la voiture se déplace selon un mouvement rectiligne, donc uniforme, le mouvement de la balle par rapport au mouvement ou la trajectoire de la balle vue par cet observateur, tout simplement une trajectoire rectiligne. Donc vous voyez bien déjà, on passe d'une trajectoire parabolique à une trajectoire rectiligne. Alors pour ce qui est maintenant, pour définir en termes donc de référentiel, l'observateur qui est lié, qui est plutôt au bord de la route, on le note R0. Donc c'est le référentiel par rapport auquel on voudrait avoir les résultats. Le résultat final doit être exprimé dans ce référentiel. Le deuxième référentiel qui va nous simplifier un peu, par le biais duquel on va décomposer le mouvement et par conséquent nous simplifier un peu les calculs, c'est le référentiel R1. Et donc la balle ou le point matériel, je le représente par le point orange et je le note M. Ce qui est de la terminologie, donc le référentiel par rapport auquel on voudrait avoir le résultat final, on l'appelle R0, on l'appelle le référentiel absolu. Alors la terminologie absolue est inexacte, hein, en fait, parce que ce que l'on entend par absolu en général, c'est fixe. Or, aucun référentiel dans l'univers n'est fixe. Quand vous choisissez un référentiel, vous pouvez toujours trouver un autre référentiel par rapport auquel le premier est au mouvement. Le deuxième référentiel donc, que nous choisissons, on le note R1 et on l'appelle le référentiel relatif. Et les mouvements, le mouvement par rapport au référentiel absolu, on l'appelle le mouvement absolu, donc c'est le mouvement courbé, et c'est cette trajectoire laquelle on essaie de trouver l'équation. Le mouvement par rapport à R1, par rapport donc au référentiel relatif, on l'appelle le mouvement relatif, et c'est un mouvement rectiligne, et étant donné que le référentiel relatif est lié à la voiture et par conséquent le mouvement de ce référentiel par rapport à R0 est le même que celui de la voiture par rapport à R0.
ou celui de la voiture par rapport à la route. On avait dit que le mouvement de la voiture est un mouvement rectiligne uniforme. Et par conséquent, le mouvement de R1 par rapport à R0, c'est ce qu'on appelle le mouvement d'entraînement et qui est dans notre exemple ici, un mouvement rectiligne uniforme. Donc en fait, nous avons trois mots. Nous avons le mouvement absolu que nous décomposons en deux mouvements, le mouvement relatif par rapport à R1 et le mouvement d'entraînement qui est le mouvement du référentiel relatif par rapport au référentiel absolu. Et vous allez voir que cette décomposition permet de simplifier le calcul des grandeurs cinématiques dans le référentiel R0. Donc l'objectif, ou plutôt les objectifs de ce paragraphe rappellent une chose. Donc le choix de R1 est fait de manière à ce que le calcul de V et de gamma dans ce référentiel soit simple que le calcul dans R0. Si ce n'est pas le cas, donc c'est pas la peine de procéder par cette méthode. Et par conséquent, je reprends l'exemple donc de la balle. Et je la considère au moment où elle est lancée vers le haut, donc sa vitesse elle est dirigée vers le haut, son accélération est dirigée vers le bas étant donné que c'est un mouvement donc rectiligne décéléré, donc l'accélération est dans le même sens que la vitesse, dans la même direction plutôt, pas le même sens, dans la même direction que la vitesse. Et on voudrait donc déduire l'expression de la vitesse et de l'accélération dans R0. Et la relation qui permet de déduire la vitesse dans R0 à partir de la vitesse dans R1 s'appelle la loi de composition des vitesses. Et la relation qui permet de déduire l'accélération dans R0 à partir de l'accélération dans R1 s'appelle la loi des accélérations. Et donc, les deux objectifs donc, de ce paragraphe sont la loi de composition des vitesses et la loi de composition des accélérations que vous devez retenir parce qu'elles sont très importantes et on les utilise très souvent. Nous allons à présent établir la loi de composition des vitesses et pour ce faire, nous considérons un point matériel et deux référentiels R0 et R1. R0 c'est le référentiel absolu, donc c'est le référentiel par rapport auquel on voudrait avoir l'expression du résultat final et R1 c'est le référentiel relatif qui est au mouvement par rapport à R0. Si on essaie de représenter ça graphiquement, donc j'ai R0 ou X0, Y0 ou Z0, R1 ou X1 ou Y1 ou Z1 et celui-ci est en mouvement par rapport à R0. Je considère que les bases cartésiennes respectives donc des deux référentiels I0, J0, K0 c'est la base attachée à R0 et I1, J1, K1 est la base donc attachée à R1. Alors je voudrais attirer votre attention. Donc I1, J1, K1 est une base fixe dans R1. Par contre, c'est une base mobile dans R0, étant donné que R1 est en mouvement dans R0. Donc en général, cette base-là, elle est mobile dans R0. Et le vecteur rotation de cette base dans R0, on le note par oméga. Et vous notez bien ici, j'ai mis R1 par rapport à R0 parce que comme cette base est attachée à R1, donc le mouvement de la base et le mouvement des axes de R1 est le même par rapport à R0. Et par conséquent, le vecteur rotation de cette base et le vecteur rotation de R1 par rapport à R0 sont les mêmes. Et je le note oméga pour alléger un peu la notation. Toutefois, je reprendrai donc la notation explicite dans les résultats, donc dans le résultat final. Alors maintenant, la position de M est repérée dans R0 par le vecteur OM et dans le référentiel R1 par le vecteur O1M. Et soit donc X1, Y1, Z1, les composantes de M dans la base cartésienne I1, J1, K1. Et si on utilise la relation de Schall, donc nous avons OM est égal à O1 plus O1M. Et comme la vitesse de M par rapport à R0 par définition est égale à D de OM par rapport au temps dans R0, je remplace OM par cette expression-là. Donc j'aurai d'abord la dérivée de O1 par rapport au temps dans R0 plus la dérivée de O1M par rapport au temps dans R0. Alors cette première expression n'est autre que la vitesse du point O1 dans R0. Alors n'oubliez pas que notez que O1 est également donc l'origine du référentiel R1 et par conséquent ce que j'ai ici c'est la vitesse du référentiel de R1 dans R0 plus, alors je remplace O1M par son expression dans la base cartésienne I1, J1, K1. Donc ça me donne toujours ça. Et la dérivée par rapport au temps du produit est égale à la dérivée par rapport au temps de x1. Donc c'est x1 point fois i1 plus x1 fois la dérivée de i1 par rapport au temps dans R0. N'oubliez pas que i1 est mobile dans R0 et son vecteur rotation est égal à oméga. Et la même chose pour le deuxième terme et idem pour le troisième terme. Alors, je vais regrouper d'abord les termes qui contiennent les dérivées par rapport au temps des composantes de M dans R1.
donc ça me donne ça, plus, alors la dérivée par rapport au temps de I1 dans R0 est égale à oméga vectoriel I1, donc fois X1, donc ça fait plus X1 oméga vectoriel I1, la même chose pour l'autre, plus Y1 oméga vectoriel J1, plus Z1 oméga vectoriel K1. Je peux, en raison donc des propriétés du produit vectoriel, donc je peux mettre x1 à côté de i1, ça devient oméga vectoriel x1 i1 plus oméga vectoriel y1 j1 plus oméga vectoriel z1 k1. Et comme j'ai oméga vectoriel, donc je vais en réarrangeant, donc en laissant ce terme là à la fin de l'expression et en mettant oméga vectoriel en facteur, donc ça me laisse x1 i1 plus y1 j1 plus z1 k1, c'est l'expression que j'ai ici, plus l'expression que nous avions établie là. Et ça, ce n'est d'autre que O1M. Alors, reprenons l'expression que nous avions établie auparavant. Donc, la vitesse de m par rapport à R0 est égale à tout ça. Et calculons cette fois-ci la vitesse de m par rapport à R1. Donc, par définition, c'est la dérivée par rapport au temps dans R1 de O1M. Faites attention, ici c'est O1, puisque la vitesse, elle est calculée par rapport à R1. Donc, je remplace O1M par son expression dans la base cartésienne de R1. Et la dérivée du premier terme est égale à la dérivée de x1 par rapport au temps fois i1 plus x1 fois la dérivée par rapport au temps de i1 dans R1. Et comme i1 est fixe dans R1, donc sa dérivée par rapport au temps est égale donc à 0. Et donc ce qui reste, c'est seulement ce premier terme. Et le même raisonnement, on le fait pour les autres termes et on obtient x1.i1 plus y1.j1 plus z1.k1, qui n'est autre que l'expression qui est ici. Alors, on peut écrire donc que la vitesse de m par rapport à R0 est égale à la vitesse de O1 par rapport à R0 plus donc oméga vectoriel. Or, l'expression que j'ai ici, comme j'ai mentionné auparavant, est égale à O1m. Et donc, je peux la remplacer par O1m plus, et l'expression que j'ai ici, je peux la remplacer par V de m par rapport à R1. Alors, essayons d'analyser un peu cette expression. On avait dit que le mouvement absolu peut se décomposer en deux mouvements. Le mouvement relatif, c'est le mouvement de m par rapport à R1, tout en considérant comme si R1 est fixe dans R0. Et le mouvement d'entraînement, c'est le mouvement de R1 par rapport à R0, tout en considérant comme si m est fixe dans R1. Et si on analyse un peu l'expression que nous avons ici, la vitesse de m par rapport à R0, puisque c'est le mouvement absolu, donc on l'appelle la vitesse absolue. La vitesse de m par rapport à R1, puisque c'est le mouvement relatif, on l'appelle la vitesse relative. Et ce qui reste, on l'appelle tout simplement la vitesse d'entraînement. Donc on peut récapituler ça. VA est égal à Vm, donc de R0. Et le A ici, l'indice A, c'est pour absolu. Et on la nomme vitesse absolue. La même chose pour le terme qui est là, le terme qui est là, donc c'est la vitesse d'entraînement, V indice E, et le terme qui reste, c'est la vitesse relative. Et la loi de composition des vitesses peut être écrite tout simplement VA est égal à VE plus la vitesse absolue est égale à la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative, tout en sachant la vitesse d'entraînement c'est ça, et la vitesse relative, son expression, c'est ça, ou bien ça. Donc on récapitule, vitesse absolue est égale à vitesse d'entraînement plus vitesse relative. Alors pour la vitesse relative, autant mieux retenir cette relation-là, parce que si O1m est exprimé dans d'autres systèmes de coordonnées, donc autant mieux dériver directement dans le système de coordonnées utilisé ici, c'est l'expression de la vitesse relative dans le système de coordonnées cartésien. Alors nous allons étudier deux cas particuliers. Donc le premier, c'est lorsque tout au long du déplacement de R1 par rapport à R0, I1 reste constamment parallèle à I0, J1 reste constamment parallèle à J0 et K1 reste constamment parallèle à K0. Ça veut dire que les trois axes de R1 restent tout le temps parallèles aux trois axes de R0. Et ça, le long de tout le mouvement de M. Alors dans ce cas-là, on dit que R1 est en translation par rapport à R0 et par conséquent, donc son vecteur rotation est égal à 0. Donc une condition suffisante pour que R1 soit en rotation par rapport à R0 est que l'un des axes de R1 ne reste pas parallèle aux axes de R0. Alors si oméga est égal à 0, dans ce cas-là, la vitesse d'entraînement se réduit à la vitesse de ρ1 par rapport à R0 et la vitesse absolue prend la forme donc V de ρ1 par rapport à R0 plus VR. Ça veut dire que le mouvement d'entraînement se réduit au mouvement du déplacement de l'origine de R1 par rapport donc à R0. Maintenant, si tout au long du mouvement donc de M, O1
reste confondu avec O. Ça veut dire les deux origines des deux référentiels R0 et R1 sont les mêmes, sont identiques. Alors dans ce cas-là, O1 devient comme un point fixe donc de R0 et par conséquent sa vitesse par rapport à R0 est égale à 0. De la même manière, donc la vitesse absolue prend la forme, on aura V de O1 par rapport à R0 qui va s'annuler, il reste oméga vectoriel O1 plus V.